Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer un nouveau chapitre, un chapitre qui répond normalement, selon le sondage, à vos attentes, puisqu'il s'agit tout d'abord d'un chapitre d'histoire, la matière, la discipline que vous avez le plus sollicité, et parmi les différents chapitres qu'il nous restait à faire, le chapitre qui semblait le plus vous intéresser. J'ai vu également que le chapitre sur gouverner la France depuis 1946 vous intéressait. Alors si on a le temps avant la fin de l'année de le faire, c'est avec grand plaisir que je vous le présenterai également en vidéo. Mais pour le moment, du coup, on va attaquer le chapitre 1 de notre thème 3. D'accord. Donc ce thème 3 s'intitule Les échelles de gouvernement dans le monde. Donc là, on va voir justement tout ce qui va autour de la gouvernance, que ce soit à différentes échelles. Donc comme vous le savez, ces échelles, c'est des échelles mondiales, ce qu'on va voir aujourd'hui. On a une échelle régionale avec la gouvernance de l'Union européenne. Et ensuite, on a une échelle, on va dire nationale, locale, si vous préférez, avec la gouvernance en France. Donc pour le moment, on va s'occuper du chapitre 1, donc l'échelle mondiale, notre première échelle, une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975. Alors, nous, on commence du coup ce chapitre en 1975, mais il faut savoir que vos camarades de L et de ES commencent ce chapitre en 1944 avec Bretton Woods. On reviendra juste dessus dans l'introduction pour faire des petits rappels sur Bretton Woods. Alors, en introduction, j'ai décidé de vous montrer cette photographie. Donc, il s'agit d'une réunion, alors bon, elle a un peu de mauvaise qualité la photo, mais d'une réunion au siège du FMI à Washington. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Tout simplement parce que quand on parle gouvernance mondiale, on pense souvent d'accord à l'économie. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, l'économie particulièrement. Et quel est le meilleur représentant d'une gouvernance internationale de l'économie, si ce n'est le FMI, le Fonds monétaire international. Ce Fonds monétaire international, on en a déjà parlé, mais ce qu'il est important de voir aujourd'hui, c'est que sur cette réunion, on voit de nombreux acteurs présents, d'accord, qui discutent autour probablement, d'accord, de politique économique à mettre en place internationalement. On sait également que ce siège est à Washington, ce qui n'est pas anodin, puisque les États-Unis vont tout simplement prendre énormément part à la constitution du FMI, mais aussi à son financement. Et donc tout ça nous montre un petit peu l'idée globale qu'on peut avoir derrière cette gouvernance économique internationale, avec des instances qui vont tenter de réguler, qui vont tenter aussi un peu de faire la police, mais qui sont souvent aussi critiquées. On le verra plus tard. Tout d'abord, on va faire un petit point sur d'où ça sort ce FMI. Donc c'est un petit rappel. Ce rappel, vous n'êtes pas obligé de le prendre en note, d'accord, puisqu'il est déjà présent dans votre cours sur les États-Unis. Donc vous pouvez mettre CF Bretton Woods cours des États-Unis, sur les États-Unis. Mais quand même, comme on est dans une démarche où il faut que vous compreniez au moment où vous notez les informations, il est préférable de faire tout de suite un rappel. Donc, il faut savoir que la première tentative pour régler les problèmes économiques à l'échelle du monde, à l'échelle planétaire, cette tentative, elle est faite lors de la conférence de Bretton Woods en 1944. Donc, on est vraiment juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est dans cette optique, la fin de la Seconde Guerre mondiale, que cette conférence est mise en place. Donc, on est vraiment sur comment on va construire le monde économique de demain. Je vous rappelle que en partie de plein d'autres causes, la Seconde Guerre mondiale avait été motivée par des problèmes économiques. La crise après le crash boursier de 1929, bien évidemment, mais aussi l'État allemand complètement ruiné par les réparations qu'il devait payer à la France et au Royaume-Uni. Voilà.
Donc en juillet 1944, on a la réunion de 44 pays à Bretton Woods. Donc 44, c'est quand même une minorité, mais c'était une minorité de pays qui étaient aussi du côté voilà, des Alliés pendant la guerre. L'objectif, c'est de garantir la stabilité des monnaies et donc des échanges. D'accord ? On veut faire en sorte qu'il n'y ait aucune monnaie qui s'écroule complètement, puisque dans ce cas-là, ça ferait monter la pauvreté et ça réduirait les échanges entre pays. Tout ça va avoir donc pour vraiment objectif d'augmenter les échanges et d'atteindre justement cet idéal de libre-échange dont on parle énormément après-guerre. C'est pour ça qu'on va mettre aussi certaines garanties, notamment les monnaies qui vont être garanties sur l'or ou sur le dollar, puisque je vous rappelle que le dollar, il est fixé sur le taux de l'or, pour éviter justement les dévaluations de monnaie. D'accord ? Donc le dollar, c'est à ce moment-là où il va devenir la monnaie internationale. On va aussi avoir, si vous voulez, la création de 3 instances traitées qui vont permettre justement de garantir cette espèce d'économie d'après-guerre. Donc tout d'abord, l'équilibre monétaire, il va être garanti par le FMI, donc on en parlait juste avant, le Fonds monétaire international, qui va être chargé d'aider justement les pays en difficulté. Alors, on verra sous certaines conditions. Il faut savoir que ce dont on parlait juste avant, le fait que le siège soit à Washington, etc., n'est pas anodin, puisque les États-Unis vont, en 1944, financer le FMI à hauteur de 30%. Donc c'est le premier financier, si vous voulez, du FMI. Et du coup, forcément, le FMI va être beaucoup plus sensible, entre guillemets, aux arguments que vont pouvoir mettre en place les États-Unis. On a aussi la création de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, dont le siège est aussi à Washington. Toujours les États-Unis le premier contributeur. Et tous ceux qui signent justement pour la création de la BIRD vont aussi devoir contribuer à son financement. Et là, le but, c'est de financer le développement, la reconstruction, pour rétablir durablement les pays et les réinscrire dans une économie commune après la guerre. Vous vous souvenez, c'est ce qui a posé problème lors de la Première Guerre mondiale, puisqu'on n'a pas réussi à maintenir une économie florissante pour les pays qui venaient de sortir de la guerre. C'est notamment via la BIRD que les États-Unis vont plus tard proposer leur plan Marshall. Donc vraiment, de quoi, si vous voulez, renflouer les caisses des pays européens. On a également la signature du GATT. Alors vous verrez le GATT un peu plus tard, ça deviendra l'OMC, d'accord, l'Organisation mondiale du commerce. Mais pour le moment, en 1944, on a le GATT, donc c'est l'accord général sur les trafics et le commerce. En 1947 à Genève, par 23 pays qui à cette époque représentaient 80% du commerce international. Donc en fait, qu'est-ce que dit le GATT ? Le GATT, ça garantit un peu le libre-échange. En tout cas, ça tend vers le libre-échange. Puisqu'on va interdire les mesures qui restreignent le commerce international, on va avoir la volonté de baisser les tarifs douaniers. Et du coup, on pense que tout ça va faire qu'une économie va se réguler par elle-même, que chaque pays peut apporter quelque chose à l'autre. Et donc, le commerce et les échanges vont augmenter et la prospérité des pays, par conséquent, vont augmenter. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tout système de Bretton Woods ? Parce que justement, ce système de Bretton Woods, il est valable jusque dans les années 70. On va le voir qu'à partir des années 70, il va y avoir une véritable rupture, dont on a déjà un peu parlé dans le cours sur les États-Unis, mais qu'on va retraiter plus précisément ici. Et cette rupture, en fait, c'est ce pourquoi on commence à ce moment-là, et dans le chapitre, par rapport à vos camarades de LES, c'est que nous, on va voir justement pourquoi cette rupture et quel est le système qu'on va mettre en place ensuite. Alors, je vous ai mis juste avant une petite photo, bien évidemment, de la conférence de Bretton Woods. Alors, quel est l'intérêt de vous mettre cette photo ici ? Tout simplement pour voir déjà les quelques pays qui sont présents. Vous pouvez voir sur le premier plan, notamment le Pérou ici, le Panama. Donc, on a des pays qui viennent de différents continents, d'accord ? Il n'y a pas uniquement que les pays dits développés, industrialisés qui participent, mais également, vous voyez que, mine de rien, on n'est que 44 pays. Donc, c'est quand même une part qui n'est pas si importante mondialement parlant, d'accord ? Et même
si Bretton Woods, d'accord, est censé aussi garantir un développement pour les pays les plus en difficulté, on va voir qu'au final, la grande majorité de ces pays en difficulté ne vont pas faire partie de Bretton Woods. Donc au final, ça va être que très partiel. Vous le voyez sur la carte à votre droite, puisque on voit que les États signataires de Bretton Woods sont en majorité des États d'Amérique. On a quelques pays européens, d'accord, quelques pays asiatiques également, les alliés, on va dire, emblématiques des États-Unis avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et quelques pays africains, mais très peu au final, quelques pays du Moyen-Orient, mais également très très peu. Alors, par-dessus tout, en plus d'avoir compris ce système de Bretton Woods, il faut comprendre ce qu'on entend par gouvernance, qui est vraiment le terme primordial de ce chapitre. La gouvernance, c'est la recherche d'un mode de gestion efficace pour un territoire, par plusieurs acteurs et à différentes échelles. Donc nous, là, notre territoire, c'est le monde, en fait. Les acteurs, vous verrez, on en a plusieurs. Et à différentes échelles, au final, on reste globalement sur une échelle mondiale. Par extension, la gouvernance économique mondiale, c'est un néologisme qui est entré en usage dans les années 90. Donc avant, on n'utilisait pas du tout ce terme, même à l'époque de Bretton Woods, pour désigner l'ensemble des institutions et des règlements, donc des traités qui ont été signés, des règles qui sont suivies, pour assurer le fonctionnement de l'économie mondiale, grâce au consensus des acteurs politiques, donc que ce soit les États, des organisations internationales comme le FMI par exemple, ou non. Donc d'autres acteurs vont aussi s'incorporer à cette gouvernance. On peut parler des FTN notamment, qui vont avoir une part considérable, des ONG aussi qui vont parfois militer contre des règles abusives. Tout ça dans le but de réguler la mondialisation économique et financière, car le système financier, l'environnement et les inégalités requièrent aujourd'hui une concertation au niveau mondial, puisqu'en fait, ça peut impacter les uns et les autres du fait qu'on ait créé justement cette mondialisation, que cette mondialisation soit de plus en plus importante. Donc, notre introduction. À partir de 1975, donc je vous ai dit, les années 70, on va un peu sortir de la date, on va revenir un peu avant 75 pour vraiment voir justement qu'est-ce qui fait que ce système de Bretton Woods ne peut plus marcher. Donc à partir de 1975, à la suite de l'échec des systèmes de régulation qui sont issus de la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle gouvernance économique, toujours inspirée par les pays développés, se met en place. Confronté à l'essor de la mondialisation, à l'accroissement des inégalités ainsi qu'à la formation de nouvelles puissances économiques, on peut dire notamment la Chine, tout ce qui va être pays émergents, la gouvernance se transforme progressivement au début du XXIe siècle. Donc début du XXIe siècle, plus sur les années 90, ça va être le moment de notre rupture, donc il va nous servir à faire le plan, d'accord ? Mais malgré tout, elle ne parvient pas à faire taire les critiques, lui reprochant de n'être ni assez efficace, ni assez démocratique. Et ça, on verra aussi ces critiques qui vont grandir au cours du temps. Et même quand on va essayer plus ou moins de les résoudre, il va y avoir de nouvelles critiques qui vont s'élever. Donc ça va être au cœur de notre problématique. Donc nous, on va se demander en quoi les défis de la mondialisation et les crises financières ont-ils conduit à repenser la gouvernance économique mondiale depuis 1975. Et oui, on parle bien de crise financière, puisque on va en reparler, mais ce qui débute notre période, les années 70, ce sont les deux premières grandes crises financières post-guerre, les crises dues au choc pétrolier. On reviendra là-dessus. Je vous ai mis ensuite, il me semble, oui, une petite caricature qui aussi va résumer un peu la problématique et les critiques qui peuvent être émises envers cette gouvernance mondiale. Donc, on en reparlera de cette caricature un peu plus loin, puisque vous aurez plus d'outils, en tout cas pour la traiter. Mais ce que vous voyez, c'est à gauche, donc avant, c'était le FMI et la Banque mondiale qui disaient aux pays pauvres, asiatiques, africains, etc. You need to reform, vous devez vous réformer, vous devez changer. Et maintenant, donc,
de nouvelles critiques en fait de ces mêmes pays qui disent au FMI et à la Banque mondiale vous devez vous réformer, vous devez changer. Donc on va voir que ce sont des critiques qui sont légitimes, mais aussi on va voir que au final ces institutions qui étaient censées garantir un équilibre économique mondial, elles créent aussi beaucoup d'inégalités et ça va être énormément reproché à ces instances. Voilà. Et donc, on va commencer avec notre grand 1, la coopération économique mondiale par les pays du Nord de 1975 à 1990. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce titre? On entend que pendant cette période, en fait, ce sont les pays du Nord, alors pas du Nord géographique, du Nord économique, donc les pays dits développés, industrialisés, qui vont en fait coopérer économiquement et qui vont décider en fait de cette économie mondiale. Et on va commencer avec un petit retour en arrière par rapport à 75, avec les origines donc du G6, des crises qui font sortir le monde du système de Bretton Woods. Donc on va voir justement qu'est-ce qui a remis en question Bretton Woods. Alors j'en profite 2 minutes pour faire un petit aparté. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, je vous aurais transmis une fiche avec les dates clés, mais également les définitions clés que je vous invite à regarder, à lire, ou en tout cas à lire a posteriori du cours, puisque c'est une aide précieuse. Et si j'ai toujours bien fait mon travail, je vous aurais aussi fait circuler un tableau qui récapitule les principaux organismes mondiaux qui sont mis en place justement pour essayer d'influencer sur l'économie. Voilà. Donc, on commence tout d'abord par la crise monétaire des États-Unis. Cette crise monétaire des États-Unis, elle se déroule sous la présidence de Richard Nixon, on en a déjà parlé. Si vous vous souvenez du coup, Richard Nixon, il n'a vraiment pas eu un mandat facile, de sa faute, mais aussi pas forcément de sa faute. Et du coup, il a à essuyer une crise monétaire très grave. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, vous savez, les États-Unis vont dépenser énormément d'argent en fait dans la guerre froide, notamment à l'époque de Nixon, dans la guerre du Vietnam, qui est un véritable gouffre financier. Aussi, ils ont énormément investi, via le plan Marshall, etc. Donc, ils ont dépensé énormément d'argent pour gagner un peu l'ascendance dans cette guerre froide. Donc, on a un déficit économique qui peu à peu se met en place. Et ce déficit économique fait qu'en fait, les États-Unis vont avoir un stock d'or qui va diminuer de façon drastique. Le problème, si vous vous souvenez bien, c'est que le dollar, il est fixé sur l'or. Et donc, moins on a d'or, plus le dollar va perdre de sa valeur. Du coup, comme ils investissent beaucoup et qu'il y a un déficit économique, ils perdent de l'or et leur monnaie commence à dévaluer. Et par conséquent, comme toutes les monnaies mondiales sont fixées sur le dollar, les monnaies mondiales sont également dévaluées. Alors là, c'est vraiment un grand problème. Du coup, Nixon va prendre la décision en 1971 de suspendre la convertibilité du dollar en or. Donc en fait, il va dire, voilà, on ne va plus baser le dollar sur le courant de l'or pour pouvoir avoir plus de stabilité dans ce contexte de diminution des stocks d'or américains, mais également mondiaux. Tout ça, ça va faire une espèce de petite paralysie du système financier, d'accord ? Ça va un peu perturber les cours à ce moment-là et on va avoir du mal à retrouver un équilibre sur le moment, d'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est bien évidemment nos 2 chocs pétroliers, d'accord ? On a 2 chocs pétroliers, un en 1973 et un en 1979, qui vont entraîner 2 récessions. Une en 1973 qui va faire en fait une crise en 1974-1975. Donc en fait, ça va toucher d'abord les États-Unis, puis les pays qui dépendent de l'économie mondiale, des États-Unis, etc.
mais aussi en 1979 avec une crise qui touchera les pays plus en 80-81. Ces deux chocs pétroliers, vous vous souvenez, on en a déjà parlé en détail d'un, celui de 1973, lors du cours sur le Proche et le Moyen-Orient. Elles vont révéler la dépendance des pays occidentaux envers une source d'énergie dont l'approvisionnement est extérieur, le pétrole, puisque ce pétrole venait principalement des pays du Moyen-Orient ou du Venezuela. Et donc les pays de l'OPEP, donc l'OPEP c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, vont prendre en fait une place réellement stratégique dans l'économie mondiale, puisque eux, ils peuvent faire fluctuer les cours du baril de pétrole et créer ou ne pas créer en fait des crises économiques. Donc c'est vraiment une place stratégique, d'accord? Justement, ces pays de l'OPEP, c'est en augmentant considérablement le prix du baril de pétrole qui vont provoquer en fait cette crise de 1973 et de 1979 qui vont frapper majoritairement, d'accord, les pays industrialisés. Donc on va avoir une forte inflation et une montée du chômage qui est plutôt inquiétante à cette époque. Alors attention, je vous ai dit principalement les pays industrialisés, c'est vrai, donc les pays dits développés, mais pas seulement, puisqu'au final, cette crise, elle va créer un effet boule de neige, c'est-à-dire que les premières conséquences vont être sur ces pays-là, mais que par effet de boule de neige, ça va toucher d'autres pays, en l'occurrence les pays en développement, puisque comme il y a une baisse en fait de tous les prix, une inflation, enfin il va y avoir une baisse des prix des matières premières et comme c'était de cette manière en vendant leurs matières premières que les pays en développement réussissaient à se financer, d'accord, et ben ils vont réussir de moins en moins bien à se financer à cause de la crise globale. Donc je vous ai mis d'accord un petit graphique qui montre en fait justement cette hausse des prix du baril lors des crises économiques. Donc vous voyez bien la corrélation entre 1973 à la guerre du Kippour et le premier choc pétrolier, puis le second choc pétrolier qui tourne majoritairement autour de la révolution iranienne et justement de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux points qui font qu'on ne peut plus rester dans le système de Bretton Woods, puisqu'il ne marche plus, puisqu'on a des crises financières, puisqu'on n'arrive pas à garantir le développement, et puisque les pays dits développés sont trop durement touchés de manière économique par ces crises. Du coup, on va vraiment abandonner le système de Bretton Woods. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec le B, un contexte de globalisation financière et de libéralisation de l'économie mondiale. Et un petit 1, on va d'abord voir justement cette globalisation financière. Donc globalisation, ce serait presque le synonyme de mondialisation. Sauf que globalisation, justement, on est plus dans une démarche, on va dire, économique/financière. Donc tout d'abord, on va abandonner justement le système de Bretton Woods, puisque justement les monnaies, elles ne vont plus être axées sur le dollar, mais on va avoir une régulation, d'accord, des monnaies par le marché. Donc on va voir la loi de l'offre et de la demande qui va se baser sur les monnaies. Et ça va créer en fait justement une guerre financière. D'accord, une guerre financière entre ces monnaies qui vont chercher à valoir plus qu'une autre, à prendre de la valeur aux dépens d'une autre pour pouvoir avoir une grande force. On verra plus tard, il y a plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs à avoir une monnaie forte ou une monnaie faible. Cette nouvelle économie qui va être mise en place aussi donc dans ces années 75, elle va être marquée justement par le fait que le processus économique va être toujours plus mondialisé. Et notamment via les bourses de valeur, qui vont jouer vraiment un rôle stratégique majeur dans les échanges financiers mondiaux et qui vont réguler énormément de cours. C'est le cas avec les bourses les plus importantes du monde, notamment la Nice, d'accord, à New York, le Nasdaq également à New York, la bourse Kabutocho qui est à Tokyo, mais aussi Euronext, d'accord, qui est à Francfort, et qui réunit les bourses électroniques européennes. Donc on est vraiment sur une régulation de la valeur par ces bourses.
Donc vous voyez, ici, avant de commencer sur les accords de Kingston, on a justement les conséquences commerciales d'une politique monétaire. Si on a une monnaie faible, ça favorise le commerce extérieur. Donc les gens vont plus facilement acheter, d'accord, puisque ils ont plus de force monétaire. Mais le problème, c'est que intérieurement, si la monnaie est faible, les citoyens ne vont pas réellement acheter, ne vont pas avoir un réel pouvoir d'achat pour pouvoir investir, etc. Au contraire, une monnaie forte, ce qui est très bien, c'est que ça limite l'inflation. Donc on a des prix plutôt stables. Et ça favorise l'investissement à l'étranger, d'accord. On va pouvoir justement investir dans les entreprises étrangères, acheter voilà, tout ça. Le problème, c'est que ça pénalise le commerce extérieur. Ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui vont venir vous acheter vos produits, étant donné qu'ils seront beaucoup plus chers qu'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est globalement en fait le problème qui va se poser directement après justement la dévaluation des monnaies et le fait qu'elles soient soumises à l'offre à la loi de l'offre et de la demande, excusez-moi, c'est que justement, en fait, on va mettre en place des politiques monétaires pour essayer d'avoir une monnaie faible ou une monnaie forte et que ça va avoir des conséquences sur la manière dont on développe la politique économique du pays. Justement, en 1976, d'accord, les accords de Kingston, donc Kingston c'est une ville en Jamaïque, vont voir vraiment le flottement généralisé des monnaies, d'accord. Ça pose un gros problème puisque justement, ça a du mal à se stabiliser. Mais surtout, le FMI a de moins en moins à cette époque d'influence, puisque je vous rappelle qu'ils étaient censés justement garantir le libre-échange, gagner une stabilité. Cette stabilité a été totalement rompue avec les crises monétaires, le choc pétrolier, mais également avec la fin de la convertibilité de l'or et du dollar. Donc, la valeur de la monnaie, on l'a déjà dit, va être fixée en fonction de l'offre et de la demande sur le marché des changes. Et donc, forcément, c'est les bourses qui vont prendre de l'importance à cette époque. Mais également, de ce fait, comme les monnaies vont du coup beaucoup fluctuer, le marché mondial des capitaux va devenir très instable. Donc, ça va être difficile au début de pouvoir réellement investir, de pouvoir, voilà. Ça va être assez compliqué. Par contre, ce qui va être très important à cette époque, c'est la capitalisation boursière. Donc c'est gagner de la valeur en bourse pour les entreprises, ça va être quelque chose d'essentiel puisque ça va montrer une forme de puissance, surtout dans le moment où on a certaines crises économiques. Notamment, ce qui va aussi montrer la puissance, ce sont les paradis fiscaux. Donc les paradis fiscaux, on en a déjà parlé plusieurs fois, ce sont de petits États qui n'ont pas de ressources particulières, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sur une ressource, ils n'ont pas de réels produits à vendre, si vous préférez. Donc par exemple, on a l'exemple de Monaco en Europe, mais également des îles Caïmans, d'Andorre, etc. Et en fait, eux, ils vont essayer de créer en fait un service, de fournir un service pour pouvoir attirer les flux financiers. Et ce service, justement, c'est des mesures fiscales avantageuses qui permettront aux entreprises ou aux particuliers de ne pas payer autant d'impôts ou autres. D'accord ? Le secret bancaire notamment, d'accord ? Le fait qu'on garantisse de ne pas transmettre aux autorités le nombre d'argent que vous avez sur votre compte, etc. Donc, ils vont vraiment baser leur économie sur ce type de flux financiers, d'accord, qui sont bien évidemment majoritairement illégaux. Je dis majoritairement parce que pas toujours. Par exemple, sur cette carte du monde, vous voyez les 15 pires, entre guillemets, paradis fiscaux. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont, on va dire, les plus intéressants, puisqu'ils ont de faibles taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés. Ils incitent fiscalement les entreprises à investir. Il manque aussi de contributions aux efforts internationaux pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc c'est ça ce qu'on considère les pires. Bien évidemment, ce n'est pas les seuls. Il y en a énormément des paradis fiscaux. Ceci étant dit, dans ces 15 pires paradis fiscaux, le numéro 6 est tout simplement l'Irlande. Alors, l'Irlande,
ils ont en fait une politique fiscale très très avantageuse puisqu'ils ont un très faible taux d'imposition sur les entreprises tout en étant dans l'espace Schengen. Ce qui fait qu'énormément d'entreprises, d'accord, européennes peuvent mettre leur siège social en Irlande et bénéficier justement de cette politique fiscale avantageuse. Donc c'est quelque part légal ce qu'ils font, d'accord. On n'est pas du tout dans des flux illégaux, mais c'est quand même quelque part de l'évasion fiscale. Donc, en général, comme quelques paradis fiscaux sont des paradis fiscaux, on va dire légaux, puisque on peut, voilà, sans aller contre une quelconque loi, se déclarer là-bas, et ils ont été accusés d'avoir contribué au désordre financier mondial, puisque justement, on ne va pas payer d'impôts, etc. Et ça va créer énormément de désordre financier. Donc voilà. Donc, vous allez voir, ça va être aussi une des critiques qu'on va émettre contre ce système économique qui peut faire naître, en fait, de tels paradis, en fait. Globalement, le processus de mondialisation, d'accord, il va s'accélérer dans les années 80. Donc, post-crise, entre guillemets. Et surtout, il va être donc basé sur une autorégulation plus ou moins des marchés de la monnaie, mais également, il est vraiment encouragé par la confiance des gens, des entreprises, etc., en la capacité des marchés à s'autoréguler. On pense qu'avec la loi la loi de l'offre et de la demande, je vais y arriver, les marchés vont avoir tendance à s'autoréguler, donc à retrouver un équilibre, même si parfois il y a trop d'accords de différence. Et par cet équilibre, du coup, on ne risque pas à nouveau de crise économique. Avec les bourses, d'accord, qu'on a vu auparavant, qui sont vraiment les acteurs privilégiés de ce système, on va voir d'autres acteurs, les acteurs privés, comme les FTN, donc les firmes transnationales, les banques centrales de chaque pays, mais également les agences de notation, elles vont avoir de plus en plus d'influence sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Et elles vont chercher peu à peu, justement, à s'émanciper de la gouvernance des États et des institutions internationales, pour créer, si vous voulez, presque une propre gouvernance par eux-mêmes. Et ce système, c'est ce qu'on va appeler le néolibéralisme. Donc, le petit 2, le néolibéralisme. Donc, face justement aux difficultés économiques et financières des années 70 et du début des années 80, qu'on a vu liées aux deux chocs pétroliers, on va mettre en place des solutions qui sont issues du néolibéralisme et qui sont défendues par deux grands personnages. Aux États-Unis, le camp des républicains qui est représenté par Ronald Reagan, qui sera président à partir de 1980, et au Royaume-Uni, défendu par les conservateurs, et notamment leur représentante qui sera première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher. Alors, je vous ai mis deux superbes photos de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher qui, comme vous le voyez, s'entendent parfaitement bien puisqu'ils sont exactement sur la même ligne économique, c'est-à-dire le néolibéralisme. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une doctrine économique qui va prôner le libre jeu des forces économiques, le libre-échange, tout en limitant l'intervention de l'État en matière économique et sociale. Donc ils partent du principe que les marchés économiques, que l'économie se régulera par elle-même, d'accord, et que l'État n'a pas à prendre part à ces marchés. Si on veut le libre-échange, si on veut la prospérité économique, il faut que l'État mette de moins en moins, les mains dans le cambouis, qu'il s'investisse de moins en moins dans les marchés, puisque souvent, quand l'État s'investit dans les marchés, c'est pour le réguler d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, soit pour y mettre des limites, par exemple, on pourrait donner une forme de limite très simple pour le marché du travail français, c'est le SMIC, d'accord ? Le fait qu'il y ait le SMIC, donc un minimum par lequel on doit payer une personne, fait que l'État régule en fait et empêche la loi de l'offre et de la demande de faire son travail par elle-même, d'accord ? Et donc l'État ne doit pas du tout s'investir, puisqu'il régulera, s'il doit s'investir, il régulera en fait les marchés. Donc Margaret Thatcher et Ronald Reagan défendent l'idée qu'ils n'ont pas à s'investir là-dedans. Et c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, puisqu'ils vont laisser en fait les doctrines économiques marcher sans eux, entre guillemets. Donc voilà, c'est ce qu'on va aussi appeler la dérégularisation économique, puisque le but c'est d'enlever les règles.
d'accord? On ne va plus mettre de règles sur le marché du travail, on ne va plus mettre de règles sur la monnaie, parce que tout ça, en fait, conduit à des crises, d'accord? Parce que pour eux, en fait, justement, Bretton Woods avait mis trop de règles, et du coup, ça avait conduit à des crises. Et donc, le but, c'est de mettre le moins de règles possible, parce que, voilà, il s'autorégulera le marché. Cette doctrine néolibérale, d'accord, elle va se diffuser en Europe occidentale tout d'abord, mais aussi dans de nombreux pays du Sud par l'action du FMI et du GATT, qui justement vont être un peu qui vont être les porte-paroles un petit peu de ces doctrines néolibérales, et qui vont aussi appliquer ce qu'on appelle le consensus de Washington. Donc, le consensus de Washington, qu'est-ce que c'est? Donc ça désigne un accord tacite entre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui aussi est soutenu par le Trésor américain. Donc le Trésor américain, c'est ce qui s'occupe justement de tout ce qui va être impôts, etc., donc financement aux États-Unis. Et cet accord, ce consensus, il s'accorde pour offrir des aides financières aux pays en développement, donc qui sont en difficulté. Donc il faut être un pays en développement en difficulté supplémentaire économique par cause d'endettement, d'hyperinflation, de déficit budgétaire, etc. Et cette aide qui leur est accordée ne les fait qu'à certaines conditions. Et ces conditions, elles doivent être que ces pays adoptent des politiques qui sont inspirées des thèses de John Williamson. Donc John Williamson, c'est un économiste qui a fait 10 recommandations en 1989 que vous pouvez voir à votre droite. Donc discipline budgétaire stricte, équilibre des dépenses et des recettes, réorientation de la dépense publique vers des secteurs qui ont un fort retour économique sur investissement, diminution des inégalités de revenus, une réforme fiscale, d'accord, une stabilité monétaire, donc avec une inflation plutôt faible, réduction des déficits du marché, etc., une adoption d'un taux de change unique et compétitif, libéralisation du commerce extérieur, élimination des barrières à l'investissement direct étranger, privatisation des entreprises publiques pour une meilleure efficacité et pour réduire l'endettement, déréglementation des marchés, fin des barrières à l'entrée ou à la sortie, prise en compte des droits de propriété, incluant la propriété intellectuelle. En quelque sorte, ça veut dire que pour que les pays en fait en développement qui sont en difficulté puissent bénéficier d'une aide, d'accord, du FMI et de la Banque mondiale, il faut tout simplement qu'ils mettent en place dans leur pays une doctrine néolibérale, c'est-à-dire justement très peu d'actions sur l'économie, privatisation des entreprises, etc. Donc c'est un accord qui est fait avec le consensus de Washington. Donc c'est ce vaste mouvement de déréglementation économique, d'accord. On assouplit, voire on supprime toutes les règles qui ont été fixées par les États justement qui encadrent l'activité économique. Ça va se traduire justement en grande partie par la privatisation des entreprises publiques, la libéralisation des mouvements de capitaux et des services financiers, la réduction des dépenses de l'État dans les services publics. Donc, c'est des règles qui sont plutôt strictes, d'accord? Donc, on va abandonner complètement, justement, le welfare states, donc cet État-providence où l'État va investir, entre guillemets, dans l'économie, etc., en Europe et aux États-Unis, d'accord? Puisqu'on va réduire toutes les dépenses dans le service public, on va réduire les dépenses absolument dans tout, on va mettre une politique d'austérité économique, c'est-à-dire on va de moins en moins financer, etc. On va privatiser toutes les entreprises. Donc c'est sur le modèle de Williamson. Ce modèle, il est, on va dire, pris de manière volontaire par les États européens et par les États-Unis, par d'autres États également, notamment au Chili en 1973 avec le coup d'État de Pinochet, au Royaume-Uni en 1979 et aux États-Unis en 81, donc sous les mandats de Reagan et de Thatcher, vont s'engager en fait dans cette politique d'abandon du welfare state, ce qu'on appelle la révolution conservatrice. La France, elle va s'engager un peu plus tard dans cette politique d'austérité, en 84, d'accord, et va adopter justement un programme de privatisation dès 1993.
Donc justement parce qu'il y a eu une crise en 1990-91, un petit crash boursier aux États-Unis qui s'est répercuté notamment en Europe. Et donc la France va entreprendre un programme de privatisation. Donc tout ça, d'accord, c'est des choses qui ont été prises pour leur bon vouloir. C'est pas du tout, on leur a pas imposé dans le cadre de John Williamson. Vous allez voir que pour les États qui sont en difficulté et en dette, ça va pas être la même chose. Alors, je vous ai mis deux petits documents là qui me semblaient pertinents. Donc, le premier, c'est les notes qui sont attribuées par des agences de notation. Donc, ça, c'était en 2012. Donc, vous voyez, en fait, les notes. Donc, vous avez trois agences de notation, Moody's, S&P et Fitch. Et ces trois agences de notation, elles vont délivrer des notes aux pays. Et les pays, en fait, les notes, en fait, ça symbolise leur capacité à rembourser leurs dettes. Donc leur capacité justement à pouvoir rembourser leurs dettes, à pouvoir entreprendre une politique qui permet de réduire les dépenses, etc. Donc vous voyez, on a différents pays. Donc la France, c'est intéressant parce qu'elle a baissé justement après la crise de 2007-2008. Donc elle a baissé. Avant, elle était triple A partout. Donc triple A, c'est bien évidemment le risque minimum, c'est-à-dire quand on va leur prêter de l'argent, on a de grandes chances que ces pays nous remboursent. Donc là, vous avez l'exemple pour la zone euro de la Finlande, du Luxembourg, etc. Quand vous êtes à A+, AA+, etc., c'est un risque qui est quand même minime, c'est-à-dire qu'on risque d'être remboursé, enfin on a de grandes chances d'être remboursé. AA faible, les triple B, modéré, 2B spéculatif, B le risque il est élevé et C c'est très élevé. Donc le pays effectivement que l'on voit le plus élevé, c'est la Grèce qui, vous le savez, a connu une crise économique très très importante dans ces années-là. Voilà. Vous avez d'autres pays qui sont quand même dans une mauvaise situation, comme le Portugal ou l'Irlande, d'accord. C'est quand même pas de super bons taux. Et les pays que vous voyez en rouge, c'est des pays qui ont été très récemment dégradés, c'est-à-dire qui ont perdu une note, c'est-à-dire qu'auparavant ils avaient sûrement une note supérieure. Donc vous avez l'Espagne, la Slovénie, Malte, la Slovaquie, l'Italie, donc des pays qui globalement ont eu beaucoup de difficultés après la crise des subprimes. Le deuxième petit document que je vous ai mis, c'est le document sur la spéculation. Parce que oui, effectivement, le fait que les États vont se désengager petit à petit de l'économie, vont de moins en moins mettre de règles au marché, de limites au marché, va faire que ça va ouvrir la porte aux spéculations. Alors, qu'est-ce que c'est les spéculations ? D'accord? C'est quand on va un peu parier, si vous voyez comme ça, sur un produit, sur la montée en valeur d'un produit, d'une action, peu importe. Donc on va acheter cette action en pensant la revendre plus cher. Et du coup, petit à petit, cette spéculation souvent crée ce qu'on appelle une bulle spéculative. Et les bulles spéculatives, le problème c'est qu'à un moment, elles ne correspondent plus à la valeur réelle du bien. Et dans ce cas-là, ça fait souvent ce qu'on appelle des crashs boursiers. C'est en fait l'explosion d'une bulle spéculative. C'est exactement ce qui s'est passé en 2007, du coup, avec la crise des subprimes, puisqu'en fait, la bulle spéculative sur les subprimes, qui sont en fait des prêts accordés à des personnes aux États-Unis, des prêts immobiliers accordés à des personnes qui ont peu de chances de pouvoir les rembourser, cette bulle spéculative sur les subprimes a explosé, on reviendra dessus un peu plus tard, et ça a créé la crise économique. Donc au final, même si pendant un temps ces doctrines néolibérales amélioraient entre guillemets l'économie mondiale, ça pouvait avoir aussi des conséquences, et des conséquences par aussi l'abus de la spéculation et la création de bulles spéculatives. Excusez-moi. Ok, donc juste pour revenir 2 secondes, je voulais vous dire que il faut bien prendre en compte que les premiers pays qui ont mis en place ce welfare state, l'abandon de ce welfare state de l'État-providence et la mise en place des doctrines néolibérales, ce sont des pays qui l'ont décidé. Beaucoup plus tard, vous verrez, par un souci de contrôle de l'économie mondiale, on va imposer ça à des pays et ça va justement être plus difficile. C'est ce qu'on va voir dès maintenant avec notre grand C, donc la naissance du G6 et de son action.
la gouvernance par les pays du Nord. Donc là, on va être vraiment par la gouvernance des pays du Nord par rapport aux pays dits du Sud. Alors toujours, on n'est pas sur le Nord géographique ni le Sud géographique, puisque je vous rappelle que dans le Nord, on peut compter des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ne sont absolument pas au Nord géographique. On est vraiment sur un Nord économique, donc des pays développés, industrialisés. Donc, petit 1, du G6 au G7, G8. Donc, en novembre 1975, donc au début de notre période, on a le sommet de Rambouillet qui est organisé par le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, VGE, qui a été président donc de 1974 à 1981, et qui va donner naissance au G6. Donc le G6, c'est une instance qui va regrouper 6 pays, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon, la RFA et l'Italie. Donc ces 6 pays sont censés être les 6 pays les plus puissants économiquement au monde. Il faut savoir également que VGE, il a plutôt une politique qui est favorable au néolibéralisme, d'accord. Il est relativement proche, alors pas autant que Ronald Reagan et Margaret Thatcher 100 ans, hein, mais il est quand même relativement proche de ses politiques. Donc le G6, qu'est-ce que c'est? Il a été créé pour être une instance de réunion régulière des chefs d'État et de gouvernement de ces 6 nations, et cela en fait symbolise tout simplement la volonté des États de retrouver une influence face justement aux nouveaux acteurs de la gouvernance économique mondiale. Donc ça veut dire qu'ils veulent retrouver une sorte de force envers les bourses, envers les paradis fiscaux, envers les FTN, les organisations, etc. Ils veulent avoir leur propre pouvoir, entre guillemets. Mais attention, ils ne remettent pas en cause les principes du consensus de Washington. C'est-à-dire qu'ils sont quand même favorables à des formes de néolibéralisme. Ils ne veulent pas, d'accord, totalement influencer et s'impliquer dans l'économie, mais ils veulent discuter des politiques économiques à mener, etc. Donc vous avez l'image ici, juste en dessous la photographie du sommet de Rambouillet en 1975, et donc de différents chefs d'État et ministres des économies des 6 pays invités. Voilà. Donc en 1976, donc très rapidement, un an plus tard, d'accord, le G6 il devient le G7 avec l'arrivée du Canada. Donc le 7e pays, c'est le Canada. Et beaucoup plus tardivement, en 1998, le G8, le G7 devient le G8 avec l'arrivée de la Russie. Donc vous comprenez que ce soit beaucoup plus tardif, puisqu'on va attendre que la Russie un peu sorte déjà du communisme, réimplante une économie de marché dans son pays, mais aussi se relève d'une crise économique absolument atroce qu'ils connaissent à la fin du communisme. Donc en 1998, on a déjà les effets positifs, d'accord. On est à la fin du mandat de Boris Yeltsin en Russie, et on va arriver en fait au premier mandat de Vladimir Poutine en 1999. Donc on est sur un moment où la Russie décolle un peu économiquement parlant. En 2007, si on prend le G8, ce groupe d'États, donc ces 8 États, réunissaient 13% de la population mondiale, donc c'est très peu, d'accord, mais ils fournissaient 58% du PIB mondial, donc c'est plus de la moitié. Bien évidemment, on met à part la Chine qui aujourd'hui fait partie du G20, etc. Au cours des rencontres régulières, le G6, le G7 et le G8 cherchent à relancer une coordination internationale des politiques monétaires et commerciales. En fait, ils ne vont pas forcément chercher à influencer ces politiques, mais ils vont chercher à ce que tous les pays soient d'accord sur la politique à mener pour que ce soit une politique plus globale et moins individuelle, moins nationale. Puisque le problème, c'est que comme on axe tous sur la mondialisation et le libre-échange, on ne peut pas décider tout seul, parce que sinon ça implique bien d'autres choses. Donc il faut mettre en place un peu des politiques communes. C'est très influencé du coup par les préconisations néolibérales qui sont nées dans les années 70-80, et ils sont souvent accusés par leurs détracteurs d'être un club des pays les plus riches, entre guillemets, et de promouvoir un processus de mondialisation totalement libéral, puisque ça sert leur intérêt, d'accord, mais ça ne prend pas du tout en compte l'intérêt des pays les plus pauvres, les pays du Sud. Voilà. Donc c'est là où vous pouvez voir aussi, et on va en reparler dès maintenant, que en fait on va avoir la mise en place du FMI comme gendarme des politiques publiques, justement qui va être le gendarme des pays du Sud pratiquement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1980,
avec le fait que le FMI a perdu énormément d'influence, puisque voilà, avec la dévaluation des monnaies, avec la fin de la convertibilité du dollar sur l'or, etc., ça a été un moment de flottement où les bourses ont pris beaucoup d'importance et le FMI beaucoup moins. Et il y a eu des prêts qui ont été très 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 facilement accordés par des banques privées, donc en l'absence de contrôle du FMI, aux pays du Sud. En fait, c'est très simple. Eux, ils font un petit peu du business, si vous voulez. Donc, ils vont prêter de l'argent parce que ça va leur rapporter, parce qu'ils vont pouvoir, derrière, se faire rembourser avec des intérêts. Et donc, le FMI, qui avant contrôlait, disait, non, vous ne pouvez pas prendre de prêt parce que vous ne pourrez pas le rembourser, etc., ne contrôle plus. Et donc, les pays du Sud ont de plus en plus pris, justement, des prêts. Pourquoi ils ont pris des prêts? Je vous rappelle, en fait, c'était pour limiter les effets du choc pétrolier, des crises mondiales. Pourquoi? Parce que avec ces crises mondiales, le prix, vous vous souvenez, des matières premières avait baissé. Du coup, ils avaient moins de rentrée d'argent, mais ils avaient toujours, si ce n'est plus de dépenses. Et donc, dans ce cadre-là, ils avaient besoin, d'avoir de l'argent pour pouvoir, tout simplement financer leur système. Et c'est là où ils ont fait appel à des banques privées. Donc, vous voyez, sur le petit graphique que je vous ai mis à droite, qui est plutôt mal passé, je suis désolée, donc avec pour source la Banque mondiale, vous avez en bleu, la dette totale des pays du tiers-monde. Donc, les pays qu'on appelle du tiers-monde, vous vous souvenez, c'était en dehors du bloc occidental et du bloc communiste, on est sur des pays qui sont relativement très pauvres, majoritairement en Afrique, en Asie du Sud, etc. Et donc, ces pays du tiers-monde, on voit que leur dette totale, au cours du temps, de 1970 à 1988, elle augmente énormément, puisqu'elle passe de, on va dire, je ne sais pas moi, 50 milliards de dollars à pratiquement 1200 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme comme augmentation. À côté de ça, vous voyez que vous avez la croissance annuelle en PNB total. Donc le PNB, le produit national brut, c'est toutes les richesses qui sont créées sur un territoire. D'accord? Donc sur le territoire des pays du tiers-monde, on a une croissance annuelle de leur PNB qui est plutôt en décroissance, puisque on va avoir en pourcentage une croissance qui était de 10% à une croissance qui va arriver autour de 4%, d'accord, en 1988. Le problème, c'est que vous voyez, un peu avant 1980, donc on va dire en 1977, si on arrondit, plutôt 1979, excusez-moi, on va avoir la dette des États qui va dépasser leur croissance annuelle de PNB. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une situation où en fait ils seront dans l'incapacité de rembourser avec la rentrée d'argent qu'ils ont dans leur pays, donc leur PNB, incapacité de rembourser la dette qu'ils ont contractée. D'accord. C'est un phénomène là qu'on voit. Alors ça, c'est généralisé à tous les pays du tiers-monde. En l'occurrence, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 82, donc vous voyez sur le schéma, c'est vraiment, on est au plus bas de la croissance annuelle des PNB des pays du tiers-monde. Donc à l'été 82, l'endettement de ces pays, en fait, il atteint un record. Et on a surtout de moins en moins de revenus en fait dans ces pays. Et donc le Mexique va être le premier pays à annoncer qu'il va être incapable de rembourser sa dette aux banques privées. Et à partir de ce moment-là, la plupart des pays qui ont contracté également des dettes auprès des banques privées vont dire oui, moi aussi, etc. Donc il ne va pas y avoir que le Mexique, il va y avoir plein d'autres pays, le Chili, etc. L'Argentine, enfin on est sur vraiment beaucoup de pays et des pays également d'Afrique, parce que là je vous ai cité que des pays d'Amérique latine, mais il y a également des pays d'Afrique, bien entendu. D'accord? Et tout ça, ça va faire qu'on va être face à une crise de la dette. Alors, cette crise de la dette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que le FMI va revenir un petit peu sur le devant de la scène en disant, voilà, en gros, si nous avions empêché ces pays de prendre des prêts alors qu'ils ne pourraient pas les rembourser, on aurait peut-être atténué leur dette, parce que sur le moment, ils n'auraient peut-être pas pu payer, peut-être pas financer leur système, mais ils ne seraient pas dans une situation aussi dramatique que maintenant, puisqu'ils devaient toujours plus d'intérêts à ces banques privées, qui étaient des intérêts relativement hauts. Donc le FMI va restaurer son autorité, va être soutenu par la Banque mondiale et va être promu en quelque sorte gendarme des politiques publiques des pays débiteurs.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils vont être chargés de surveiller que les pays qui sont en dette appliquent de façon drastique les préconisations, les lois qui ont été énoncées par John Williamson, je vais y arriver, excusez-moi, lors du consensus de Washington. Donc là, on va être vraiment dans une politique où le FMI va absolument obliger ces pays à appliquer des politiques néolibérales et d'austérité. Donc on n'est pas du tout sur les États-Unis, le Royaume-Uni qui vont prendre ces lois, qui vont mettre des lois néolibérales de leur propre gré. Là, on va être sur une imposition d'une institution internationale. Donc on n'est pas du tout sur la même vision. Donc afin justement de rééchelonner leurs dettes, donc de permettre un étalement sur le temps, de pouvoir leur procurer une aide au développement, les États, donc, ils vont se voir imposer des mesures drastiques de réduction des dépenses publiques, de déréglementation de leur économie, donc enlever les règles, enlever les minimums de salaire, etc. On va privatiser en grande partie les entreprises sous la forme de tout ça sous la forme de ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel, des PASS. La mise en œuvre de ces PASS, ils vont être inspirés par le néolibéralisme, bien entendu, toujours. Et ça va susciter vraiment de fortes contestations. On va le voir ensuite. Pardon. Leurs opposants, justement, ils vont les juger responsables de l'aggravation des difficultés des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Tout simplement, les plans, les PAS, ils vont conduire forcément à une réduction des dépenses publiques, donc des dépenses de santé, d'éducation, de protection sociale, etc. Ça va donc pénaliser le développement de ces pays, qui vont avoir de plus en plus de mal, justement, à garder un peu le cap et garder une croissance efficace. Le problème, c'est que comme on stoppe leur développement, ils vont avoir de plus en plus de mal aussi à rembourser leurs dettes, puisqu'ils vont engranger de moins en moins de revenus, de PIB, de PNB, etc. Donc ça va être très problématique. De plus, il va y avoir aussi une vision de si on va maintenir ces pays avec un développement assez faible, c'est pour qu'ils soient un petit peu, si vous voulez, les réserves de matières premières des pays dits développés riches. Donc, sous une forme d'exploitation, ils vont rester dépendants de nous, on va être obligé de faire du commerce avec eux, etc. Donc c'est très mal vu. Et les opposants justement de ces passes, ils vont réclamer une annulation partielle ou totale des dettes des pays concernés parce qu'ils pensent que si on n'annule pas cette dette, jamais ces pays ne pourront se relever, en fait jamais ils ne pourront se développer et donc améliorer leur situation, puisqu'en fait ils sont un peu dans un engrenage si vous voulez. Et donc vous avez cette caricature de Plantu qui avait été publiée dans Le Monde, d'accord, où vous voyez donc un squelette, ou en tout cas ce qui se rapproche d'un squelette, d'accord, qui a autour de lui des déchets, voilà, absolument rien, complètement décharné, donc qui symbolise tous ces pays très pauvres. Et vous avez le FMI habillé en costume avec sa petite mallette de financier qui lui dit « On vous avait pourtant bien dit de faire des efforts ». Donc en fait cette caricature, elle montre bien que les efforts qui sont demandés par le FMI a tendance à encore plus appauvrir ces pays qui sont déjà dans des situations économiques catastrophiques. Cependant, en fait, même si ça les appauvrit, ça leur permet de justement garantir aux instances, aux acteurs privés, donc aux banques qui leur ont prêté, etc., le fait qu'ils vont être remboursés un jour et donc éviter que les pays soient en faillite totale, d'accord, en banqueroute totale. Donc, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire. Donc, on arrive à la fin de notre première partie, donc avec à la fin justement ces critiques qui peuvent être déjà émises aux politiques qui vont être menées dès 1975. Et on va voir qu'en 1990, justement, ces critiques, elles vont prendre le dessus, ça va être notre deuxième partie, et qu'on va aller non plus sur une gouvernance purement des pays du Nord entre eux, mais également un peu plus sur une gouvernance qu'on appelle une gouvernance économique vraiment mondiale cette fois-ci. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça a été suffisamment clair. On va se retrouver pour cette deuxième partie la semaine prochaine. Bon courage à tous.